QG exceptionnel aujourd'hui, toujours avec Jimmy Labeu. Messieurs, dames, évidemment Guillaume Play. Merci beaucoup. Alors, tu voulais faire quoi quand t'étais petit, toi? Menuisier, Guillaume. Menuisier. Écoute, ça tombe bien, on va recevoir un astronaute. Mais bien sûr, évidemment. Jean-François Clairvoy, qui a été dans l'espace, astronaute français. Et le bienvenu à l'émission. Bravo. Bravo. C'est bon. Hop là. Bienvenue, on peut s'asseoir là. Vous pouvez vous asseoir. Bon. J'ai amené des bricoles pour tout à l'heure. Ah, c'est des bricoles pour tout à l'heure. Sa petite sacoche. Des objets de l'espace. Certains ont volé, ouais. Ah là là, génial. Et puis il y a des casse-têtes aussi et des quiz pour vous. Ah, c'est Ah, vrai. Monsieur qui aime bien réfléchir. Il y a des petites surprises. On a des mugs NASA. Ouais, ça, c'est le logo original. Hein. Ouais, ouais. On a déformé pour l'émission, évidemment, on a rajouté c'est le bien QG foutu. dedans. Vous avez volé avec la NASA? Effectivement, enfin, je me suis entraîné en Russie, mais c'est finalement avec la NASA. J'ai été sélectionné pour voler avec les Russes au départ. Mais c'est finalement avec la NASA que j'ai volé, effectivement, en étant basé à Houston. Vous savez, à Houston, au Texas, il y a le centre des vols habités de la NASA. C'est là que c'est le palais, c'est l'empire des vols habités. Et j'ai été entraîné, qualifié, affecté en vol par la NASA comme un des leurs. Voilà, j'ai intégré le 14e groupe d'astronautes NASA en 92. D'accord. Et quand le chef m'appelle dans son bureau en me disant ça marche le bras robotique, là, il m'avait chargé de ces affaires-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, etc. Il me dit, bah voilà, on était un vendredi, il me dit, voilà, lundi, on annonce à la presse la composition de l'équipage d'STS-66 qui décolle en novembre de cette année. Donc on était en 94. Et j'ai envie que tu sois dedans. Ah, voilà. Incroyable. Là, On va revenir sur toute votre vie, on va reprendre du début pour comprendre comment un Français arrive à devenir astronaute et avoir une vie aussi incroyable. Totalement d'accord. Juste pour prouver, parce que sur Internet, quand on avait fait le gars du GIGN, Philippe B, on avait eu plein de messages, c'est pas un vrai, c'est un fake, machin, etc. Regardez une petite vidéo de Jean-François Clairvoy qui sort avec les autres astronautes de la NASA. Regardez. Le 3 novembre 1994, les astronautes de la mission Atlas III quittent leurs appartements de quarantaine pour rejoindre la navette spatiale Atlantis. Dans l'équipage, le Français Jean-François Clairvoy a été nommé spécialiste de mission. Les Merci deux beaucoup, énormes c'était propulseurs à Une poudre- vidéo d'histoire. En tout cas, on est content de vous avoir. Bravo. Bravo. Alors, j'ai une question. Ça ressemble à ça, la navette? Oui, c'est comme un gros avion de ligne avec des ailes Delta. Est-ce que ça fait le même bruit? Alors, en fait, si on n'était pas isolé de la structure extérieure, le bruit est mortel. Le bruit qui règne dans une coiffe de fusée est mortel. C'est-à-dire, c'est le plus bruyant que vous ayez entendu? Même dans Ariane, C'est mortel, quand même. Oui, c'est pour ça que les astronautes sont dans leur combinaison. Elle-même, on est nous-mêmes dans un cockpit étanche qui est suspendu sur le plan structurel à l'intérieur de la structure maîtresse. Et en fait, on n'entend pas le bruit tellement ça va vite parce que le son, vous savez, si vous allez plus vite que le son, vous le laissez derrière vous. Ouais. Et au bout d'une minute, on passe la vitesse du son verticalement. Oh là là. C'est pas un ascenseur, là, ça va beaucoup c'est plus ça, vite. ouais, hein. Au bout de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son et on est à environ 50 km d'altitude. On est au-dessus de l'atmosphère. Au bout de 2 minutes, quand on est au-dessus de l'atmosphère, on incline la trajectoire à l'horizontale et on accélère horizontalement jusqu'à atteindre la vitesse de 28 000 km par heure. Oh là là. Ça Gros flash sur représente, l'autoroute, hein, ça. ça représente à peu près Vache. 8 km par seconde. C'est 20 fois plus rapide qu'une énorme. balle de fusil de chasse. Oh là là. Pour ceux qui sont chasseurs. Moi, je ne suis pas chasseur, mais pour ceux qui... C'est énorme. Incroyable. Et cette vitesse est nécessaire pour qu'une fois qu'on ait lâché tout moteur éteint, 8 minutes et 32 secondes après le décollage, on tombe attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. Si on avait une vitesse un peu plus faible, on tomberait sur une trajectoire légèrement plus inclinée vers le bas et on finirait par toucher l'atmosphère et freiner. Donc 28 000 km/h, c'est ce qu'on appelle la vitesse de satellisation horizontale, telle que si on est lâché à cette vitesse sans que rien ne nous arrête ou nous freine, on tombe perpétuellement. C'est le principe de la satellisation et de l'orbite, voilà, de la vitesse de la mise en orbite. Je suis vraiment content de Ça faire cette dure émission. 8 minutes moi et demie. aussi, Je trouve ça très intéressant. On commence toujours l'émission par un CV, on va le faire très court. D'accord. Petite question simple, réponse simple pour comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, Ouais. le métier de vos parents, etc. On t'écoute. Alors, au début, très simple. Nom, prénom, âge, tout simplement. Alors Clairvoy, c'est Lervoy pour ceux qui auraient envie d'écrire VOX. Jean-François, et je suis né
la même année que la NASA, en 58, Ah, énorme. le 19 novembre, Scorpion, Lieu de naissance. à Longeville-les-Metz. Très bien. Profession. Alors, astronaute. C'est la classe quand même. Tu quoi, je suis astronaute. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est un des génial. records, puisque j'ai été de loin un des deuxième ou troisième plus jeunes dans l'histoire, sélectionné à 26 ans, et je suis un des rares qui À soit mon âge, resté quoi. actif jusqu'à l'âge de la retraite, qui est 60 ans, à l'Agence spatiale européenne. Ça me fait plus de 33 ans dans le statut actif, C'est génial. mais j'ai volé que 3 fois. C'est bien ça. profession des parents. Faisaient quoi vos parents? Mon père, pilote de chasse. Ah oui, donc quand même de la famille dans Ouais. les airs. Ouais, quelque part, il y avait une fibre aéronautique, là. Et maman était professeure des écoles. Elle enseignait à l'école primaire, là où je suis né. Pilote de chasse classique, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il avait une spécificité? Alors, pilote de chasse classique sur, au départ, le P-51 Mustang, enfin les avions à hélice, là, le Skyraider qui transportait l'équivalent de son propre poids en bombe, vous savez, le Skyraider dans la guerre d'Algérie, puis le Mirage 3. Et il a fait une période de pilote de bombardier Mirage 4, qui est comme un Mirage 3, vous savez, à aile d'état comme Mirage 2000, mais beaucoup plus grand, et qui transportait la bombe atomique. Ça, c'était pendant 2 ans. Ouais. Ah, c'était lui qui avait la bombe atomique dessous. Enfin, il y a tour de rôle, mais c'est la France a toujours maintenu dans le cadre du programme de dissuasion Une activité avec une des activité avions. opérationnelle prête à larguer la bombe si besoin. Mais on l'a jamais fait, c'est le principe de la dissuasion. Vous le saviez à l'époque ou votre père vous l'a dit après? Non, non, il nous disait pas tout, mais il nous parlait du spectacle quand il volait à très haute altitude, surtout que le Mirage 4, il peut ravitailler en vol. C'est-à-dire il remplit le réservoir régulièrement, donc il peut rester 10 heures, 12 heures, 15 heures à très haute altitude, à 2 fois la vitesse du son en continu, et parfois au-dessus du Groenland, dans les aurores polaires. Et je me souviens, quand il nous racontait les aurores polaires, je me disais, c'est un truc que j'aimerais voir un jour. Et j'avoue que je suis allé 3 Les fois au-delà aurores du cercle boréales, polaire. c'est ça Les aurores, voilà, les aurores boréales. Et au sud, c'est les aurores australes. Vous savez, ces draperies verts, irisés, violettes qui... Et... On a une image, je crois, en régie. Alors, c'était pas prévu de l'envoyer maintenant, mais comme Jean-François en parle, on a le panneau solaire et on voit en fait ce qu'on voit de sa fenêtre de fusée. Si on peut l'envoyer, voilà, regardez, vous allez voir ce que c'est. Voilà. C'est quand même une vue de chambre qui est jolie. Trop stylé. Et ce sont des interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. C'est hyper satisfaisant. Et Ah, c'est très C'est agréable. très satisfaisant. Et c'est très lumineux quand le soleil... Ça, ce sont les éclairs, c'est autre chose. Ah là là. Et vous, donc, avant de vous coucher le soir, j'ai envie de vous poser 50 questions. Ouais, c'est. Non, non, on va y arriver après, mais Ouais. juste quel métier vous voulez faire quand vous étiez petit, vous? Alors, quand j'étais adolescent, enfin, quand j'étais petit, je rêvais d'aller dans l'espace, mais sans penser, je veux faire un métier consistant à travailler dans l'espace. Je rêvais d'aller dans l'espace pour le fun, pour m'amuser, pour regarder la Terre, pour flotter en apesanteur. Je trouvais ça cool. Et d'ailleurs, notre professeur nous disait, quand vous serez grand, vous pourrez acheter un billet pour aller passer les vacances sur la Lune. Et je l'ai cru. Mais adolescent, c'était architecte ou médecin. Parce que je trouvais que réparer les gens, c'était le plus beau métier du monde. Je C'est le crois vrai. toujours aujourd'hui. C'est vrai. Mon frère jumeau est médecin. Mon parrain cardiologue était médecin. J'admirais. Et donc, j'ai failli être médecin ou architecte. Quand vous étiez petit, donc, vous aviez envie d'être, à un moment donné, astronaute, parce que vous avez vu un film? J'étais très influencé par la série télévisée Star Trek. Star Trek. Évidemment. Je suis membre de Starfleet. C'est vrai? Allez. Oui, c'est le truc dedans. Et dans Star Trek, C'est ça qui vous a donné alors vous envie? êtes tous trop jeunes pour avoir connu l'original avec le capitaine Kirk, Spock. Et comme le disait le capitaine Kirk, je vais le dire mot à mot, hein, dans tous les épisodes, ça a commencé comme ça en anglais, alors je vais le dire en français. Notre mission de 5 ans à bord du vaisseau Enterprise, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement, mot à mot, ce qu'on fait aujourd'hui dans les grandes agences spatiales. Donc, enfance classique, passionné par l'aéromodélisme. Ensuite, vous rentrez à Polytechnique quelques années plus tard. Vous arrivez 56e sur 320 au classement, c'est ça? Ouais, ouais. Ça vous permet de choisir, en fait, Ça me permet de choisir effectivement Vous pouvez partir. ce que je veux faire comme étude après. En gros, à l'époque, la moitié des polytechniciens pouvaient choisir déjà leur job sans même passer d'entretien d'embauche, juste au classement. Et j'ai choisi un poste à la DGA, qui est une organisation du ministère de la Défense, mais qui me détachait juste après Supaéro à Toulouse, qui allait être mon école d'application, où j'allais apprendre le métier d'ingénieur. Parce que je rappelle, à l'école polytechnique, c'est une école où on apprend le plus haut niveau en sciences pures, maths, physique, chimie. Mais on n'apprend pas un métier concret, technique. Mais si on veut exercer un métier d'ingénieur, il faut faire une deuxième école d'ingénieur. Donc c'était Supaéro. Et dans la foulée, je savais que je rentrais au CNES, l'Agence spatiale française, et j'avais le choix. Je pouvais choisir où j'allais Vous y bosser. allez. Et
c'est le moment où, dans mes études, je me disais quand même, je veux être télécommandeur de sondes interplanétaires. C'est pas un mot qu'on entend souvent. Non. Quoi? Parce que l'aéromodéliste, Les c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Ça consistait, maintenant, vous achetez un drone, c'est assez facile à piloter. Mais à l'époque, vous construisiez votre avion, vous installiez dedans des micro-cerveaux pour commander les gouvernes, et avec une radio à distance, vous pouvez le piloter. Et évidemment, l'extension à l'échelle supérieure, c'est le faire avec des vaisseaux spatiaux. Et à l'époque, pendant mon adolescence, je regardais avec un intérêt, mais pas en pensant que je travaillerais là-dedans un jour, mais je regardais les sondes voyageurs pionniers qu'on envoyait voler près de Jupiter, près de Saturne, et on les commandait depuis la Terre. C'est dingue, hein. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. La télécommande, elle doit être Et énorme. le premier projet... Comme ça, voilà. Alors oui, c'est assez sérieux quand même, il ne faut pas se tromper, mais voilà, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était le projet Vega, de sonde interplanétaire franco-soviétique, dédié à l'étude de la planète Vénus et de la comète de Halley. C'est-à-dire que pour être astronaute, il faut être non seulement très malin, très physique. J'ai vu une image de vous dans une centrifugeuse, ce qui a l'air de vous faire beaucoup souffrir, ça a l'air de faire très très mal, parce qu'elle tourne vraiment très très vite. C'est pas les centrifugeuses du parc Astérix. Ouais, c'est celle dans laquelle on m'a Là, dit... c'est un truc qui tourne vraiment très très On m'a fort. dit, si tu veux pas tomber dans les pommes, il faut respirer comme une femme qui accouche. Ah oui. Je dis, ah bon, mais moi... Comment c'est un homme, comment couche. En fait, c'est quand le Beaucoup corps d'oxygène, est quoi. soumis Ouais. à une gravité de plus en plus élevée, le sang a envie de descendre dans les chaussettes et de vider le cerveau. Donc vous tombez dans les pommes si vous ne maintenez pas une pression sanguine suffisante vers le cerveau. Et pour ça, il faut contracter tous les muscles des jambes, des cuisses, de l'abdomen, pour contracter les artères et puis respirer assez rapidement pour faire de l'hyperventilation. Donc en gros, un an plus tard, donc, le CNES lance un appel à candidature pour créer le deuxième groupe d'astronautes français. Voilà, Donc, en 85 nommés 85. pour 10 sélectionnés à la fin. Ouais. Enfin, avec déjà beaucoup de gens là-bas. Et après, quelle est la suite après ça? Alors, le CNES me sélectionne pour voler avec les soviétiques et me présélectionne avec Michel Tonini et Jean-Luc Chrétien pour un vol prévu en 88. Et on me dit, tu démarres le russe intensif tout de suite. Donc, Ah ouais. Vous avez combien de temps pour pendant apprendre? 2 mois et demi, j'ai pratiqué 6 à 8 heures de russe par jour, tous les jours, Et là, vous parlez russe maintenant? avec Michel Tonini. Et je parlais russe couramment, autant que l'anglais, au bout des 2 mois et demi. Putain, c'est fou. Alors, Vous pouvez parler russe, hein? c'est une très belle... Et t'as очень красивый язык. Oui, Et- moi aussi. Да. Moi aussi, ouais. Incroyable. Non, я учил En русский 2 mois et demi? язык. C'est fou, Ouais, ça. mais- Vous étiez bilingue en 2 mois et demi? 6-7 heures Oui, par oui, jour. Oui, oui. Ah, mais 4 professeurs qui se relayaient toutes les Mais 2 heures. parce que monsieur Alors, a Jean-Luc quand même Chrétien une parlait déjà. capacité d'apprentissage Oui, évidemment. hors du Non, commun. non, mais quand vous avez envie, quand on veut, on peut. Je peux vous dire, Ouais, c'est ça. c'est comme la première fois que je suis rentré dans le cockpit de la navette spatiale, j'ai vu 1000 interrupteurs. Je me suis dit, mais c'est inhumain, c'est pas possible. Oh là là. Et là maintenant, 21 ans après mon 3e vol spatial, vous me mettez dans le cockpit de la navette, je vous dis le nom de chaque interrupteur et je vous dis à quoi il sert. Vous avez piloté les navettes? Oui, dans l'espace. Elle est où ma navette? Alors, il se trouve que Elle est par terre. Pardon, excuse-moi. Merci quand beaucoup. on n'est pas en vol ou en entraînement pour un vol, on a un job au sol quand même, les astronautes. Ouais. Et j'étais en charge à une époque de qualifier le logiciel de vol de la navette. Donc j'étais régulièrement dans le simulateur à tester la navette, notamment l'atterrissage. Donc j'ai eu des entraînements pour la poser. Alors, on ne se rend pas compte, j'ai eu la chance de la voir en vrai à la NASA. Ah oui. C'est immense de près. Oui, c'est pas un Airbus A320. Oui, bah, À peu près. J'ai bien. Ouais, c'est immense. Mais c'est pas la même forme qu'un Airbus. Du coup, quand on le voit de dessous, c'est tout noir. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que les plaques, en fait, c'est des sortes de plaques qui sont Oui. brûlées, en Les- fait, et changées au fur et à mesure. Ça Ah non, paraît très difficile. non, justement, ce sont des tuiles qui restent normalement intactes. Mais quand elles sont abîmées par des micrométéorites, par des débris, on les remplace. Mais en fait, il y en a très peu qui sont remplacés. C'est ce qu'on appelle le bouclier thermique. Parce que lorsqu'on rentre dans l'atmosphère, la température monte à presque 2000 degrés sous la navette et au niveau du nez. Donc, on espère que ça va bien isoler Ouais. notre cockpit. Et malheureusement, dans le cas de Columbia en 2003, la navette Columbia, un débris a percé le bord d'attaque du bouclier thermique, ces fameuses tuiles dont vous parlez. Et lors de la rentrée, le plasma à 2000 degrés, le plasma c'est l'air ionisé, est rentré à l'intérieur à tout fait fondre. C'est pour ça que l'équipage a péri. Oui, malheureusement. Période NASA, donc vous étiez au CNES, après vous partez donc pour quelque chose avec les Russes, une mission. Comment ça se passe l'arrivée à la NASA? C'est les Européens qui vous conseillent aux Américains? La NASA dit C'est à la ses classe de partenaires. travailler pour la NASA, c'est quand même incroyable. Quand même. La NASA dit à ses partenaires du programme navette spatiale, parce que le programme navette spatiale, c'est un programme déjà international. Les Canadiens fournissent le bras robotique et les Européens fournissent
le gros module laboratoire qui occupe toute la soute, qu'on appelle le Space Lab. Et la NASA dit aux Européens, en échange de votre collaboration, on va entraîner quelques-uns de vos astronautes et on leur donnera l'expérience du vol spatial pour qu'au moment d'assembler la future Station spatiale internationale ensemble, comme on a fait la navette, vous aurez un pool d'astronautes expérimentés qui seront prêts à partir tout de suite. Vraiment les meilleurs des meilleurs, là. Voilà. Et c'est comme ça qu'en 92, j'ai rejoint le 14e groupe d'astronautes de la NASA. On s'est nommé, on nous a surnommé The Hogs, c'est-à-dire les porcs, parce qu'on s'était nommé Les porcs. la Dream Team. Et puis là, il y a un ancien qui nous dit, si vous insistez pour conserver ce nom, il y en a qui vont se charger de vous le changer. Ouais. Et lors d'un repas, on venait Pour vous calmer d'arriver. un peu les Voilà. grosses têtes. Et puis lors d'un premier repas officiel, certains de mes collègues, pas moi, hein, se sont très mal tenus, ont bu un peu trop, ont mangé comme des cochons. Donc on nous a dit, vous êtes des porcs. On s'est dit, bon, ben, on va s'appeler les porcs. Les Voilà, nous porcs. sommes The Hogs. Les porcs dans l'espace. C'est marrant, on n'imagine pas quand ils arrivent en combinaison Ouais, c'est orange ça. qu'ils ont des surnoms. Et donc on a une petite mascotte, c'est un petit cochon qui a oui, volé alors. avec tous les astronautes de notre promo à chaque fois qu'ils volaient dans l'espace. On a une photo de l'ESA, si on peut montrer en régie, j'ai vu là sur les fiches. Ah, voilà, ça c'était vous. Alors devant le T-38, c'est un petit réacteur, un petit biréacteur supersonique qui sert à nos liaisons professionnelles. Donc on est deux à l'intérieur et il peut atteindre une fois virgule deux la vitesse du son. Et donc on part de Houston à Cap Canaveral c'est avec ce vraiment- petit avion. c'est pour vous, juste pour vous déplacer. Oui. Vous aviez un Et- avion de chasse pour vous déplacer. Alors moi je suis pas pilote de chasse de formation, donc je rentrais là-dedans, je prenais la checklist, je rêvais. Et j'ai des collègues pilotes, ils rentraient dedans et c'était comme leur bagnole. Tac, Oui. tac, tac, allez. Moi, je vais passer le mur du son ce soir. Ouais. Incroyable. Billy Bob, t'es prêt? Allez, pff, C'était votre pseudo Génial. voilà. Billy Bob. Oui, Bob. Je vais oui. vous demander pourquoi vous avez marqué Billy Bob. Quel est le patch au-dessus Mach 25, c'est-à-dire que vous avez dépassé 25 fois la vitesse. Oui. C'est ça? C'est pas Mach 2, c'est pas Mach Et 3, en c'est Mach fait, 25. j'ai des collègues américains, quand ils me voient le porter, ils me disent « Au moins, toi, tu frimes pas » parce que quand on a été vers le télescope spatial Hubble, mon troisième vol spatial, on en parlera peut-être, on va encore 2 fois plus haut que les autres vols en navette. Et lors de la rentrée, on atteint même 26 fois la vitesse du son. Donc, j'ai des collègues, ils mettent Mach 26. Ah, c'est vrai. Voilà, mais en fait, ça veut dire simplement on a atteint 25 fois la vitesse du son. Et donc après, vous partez dans l'espace. On a vu tout à l'heure la fusée décoller. On n'a pas la photo de la fusée que je vous avais donnée. Bon, je crois que c'est la photo. Vous étiez dedans en fait. Elle est en très bonne qualité. Si vous pouvez la montrer. Ça, c'était quand vous étiez au retour. Oui. C'est ça? Vous étiez dedans, Oui, oui, oui. celle-là. Et le décollage. Moi, je voulais voir le décollage. Voilà, ça c'était. Vous étiez à Mon l'intérieur. premier décollage, il est midi. Avec les oiseaux en plus. Là. Donc, vous voyez la poudre très lumineuse. Et sous la dérive, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a 3 moteurs qui sortent une flamme d'eau, c'est de la vapeur d'eau. Tout ça, ça pousse environ 3000 tonnes. L'ensemble pèse 2000 tonnes. La poussée, heureusement, elle est supérieure au poids, Supérieure, ça, c'est- 3000 tonnes. On consomme 10 tonnes de poudre par seconde. 10 tonnes T'imagines là? Ouais. Par seconde. par seconde. Et ouais. 1 tonne d'oxygène et d'hydrogène liquide par seconde. Si on... C'est pas une smart en c'est consommation. Imaginez les pompes à carburant qui font rentrer l'oxygène et l'hydrogène liquide à environ moins 200 degrés et alimentent juste à la sortie la chambre de combustion. Elle vide une piscine de taille moyenne en 15 secondes. C'est quand même très précis. Hein, Ouais. tout ça, s'il y a le C'est des moindre maths et problème. de la science. J'ai une question humaine. Une vraie question en dehors des émissions, mais pour avoir la vérité. Quand on fait son premier vol qu'on attend toute sa vie, est-ce qu'on a peur la veille? Est-ce qu'on se dit, tiens, Alors- surtout qu'on voit qu'il y avait des navettes qui malheureusement explosent, Alors, ça arrive. Imaginez que vous attendez toute votre vie, mais on ne vous prépare pas, on vous dit fais-nous confiance et le jour J, on te met dedans. Ouais. Tu as toutes les raisons d'avoir peur. Ouais. Mais nous, le jour où on monte, ça fait plusieurs mois qu'on sait que ce jour-là, à cette heure-là, ce sera normal de faire ça parce qu'on s'est programmé, formaté à faire ça. Au moment où ça arrive, c'est presque normal dans notre vie. Mais c'est naturel que ça vienne à ce moment-là. On est un peu tendu, mais on a Oui, on a mais fabriqué en nous la confiance que quoi qu'il arrive, on vous s'en êtes sortira. tellement préparé. Parce que dans le simulateur, c'est comme un vrai cockpit. Il y a 1000 interrupteurs, il est haute fidélité, il est relié au vrai centre de contrôle, qui voit venir les données comme si ça venait d'un vrai vol. Sauf que nous, dans le simulateur, on est toujours à 1G, sous gravité terrestre. Derrière les 10 hublots, il y a de la réalité virtuelle. On nous montre comment on verrait la Terre, le ciel, si on était vraiment dans l'espace. Et les instructeurs injectent des pannes. Donc à la fin, quand Voir on devient comment vous très réagissez. fort, Ouais, c'est ça. on a la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Vous savez réparer n'importe Il quoi. faut trouver la solution. Vous êtes préparé au pire scénario. On est préparé au pire Mais scénario. au moment du décollage, quand vous entendez le bruit, vous disiez le bruit le plus Yeah, incroyable de la c'est vie. bon, on y va. Là, C'est vous êtes parti, parti il n'y a là. plus personne qui peut nous l'enlever. Yes, Et, Trop bien. et alors, autre question humaine, quand vous arrivez dans l'espace, premier sentiment d'apesanteur, enfin, quand vous sentez l'apesanteur, Pareil. vous regardez par la fenêtre et vous voyez la Terre, quel est le sentiment après autant de travail? Ah, c'est... Waouh!
C'est difficile à décrire. Descriptif, ouais, c'est ça. Moi, là, dans ce Mais décollage... c'était comme vous l'imaginiez, mieux? Ah oui, c'est beaucoup plus fort. Quand c'est avec vos propres yeux, en flottant, sans ressentir son corps, Oh là là. ou en quelques minutes, vous avez juste l'impression d'être qu'une conscience flottante sans matérialité de votre corps. Et vous baissez les yeux. Incroyable. Putain, c'est vrai, j'ai des jambes, merde, j'avais oublié. Ouais, j'avoue. Et puis tu te pinces, tu prends le collègue, tu le touches. On est là, c'est vraiment nous là. Vous avez pleuré de réel, bonheur quoi. ou pas, non? Ah ouais. Ouais. Allez, bah oui. Pas de bonheur, d'émotion, de D'émerveillement. beauté. Ah oui, d'émerveillement. Est-ce qu'on a une photo de vous en régie, s'il vous plaît, les copains, en l'air, en apesanteur, pour montrer à l'intérieur de la navette, voilà. Voilà. Putain, c'est rigolo. Voilà. Rubik's Cube. On flotte en continu. Vous n'avez pas une autre où on voit la Terre de derrière? Je crois qu'il y avait une photo Ah, peut-être. de Jean-François où il y a la Terre à l'arrière. En train de boire un coup, peut-être. Tiens, regardez. Ah, là, j'apprenais à mes collègues comment prendre des photos de la Terre sans se tortiller le cou. Parce que quand on s'entraîne dans le simulateur, les collègues qui font leur premier vol, ils se mettent les pieds dans les cale-pieds, ils se cassent la nuque ouais. pour voir par le hublot. Je dis, mais attendez, calez votre pied sur le repose-tête du chaise du pilote. Et puis- Appuie avec ton épaule sur tous les boutons, tu verras. Moi, je m'a- C'est pas grave. Déconne tout. Il n'y a pas de photo où on voit la Terre derrière? Non, je sais plus. Si. Ouais. Ah, merci. Ah, voilà. Aïe, 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 Oh aïe, là aïe, là, aïe. waouh. Le petit là- cochon. Ah oui, le petit cochon, là, oui. Le petit cochon avec un scaphandre. Oui. Et vous étiez en train de manger une sorte de jus de fruits. Bah voilà, une paille. c'est, regarde, grapefruit, voilà, jus de pamplemousse, C'est génial. avec la paille Oui, t'as ça chez toi. à Tout ça robinet chez toi. en tire-tour. Parce que la paille, si vous la fermez pas après avoir bu une gorgée, même si vous ne pressez pas Ah oui. le sachet, Il va sortir. par capillarité, c'est un phénomène physique, comme il est soumis à aucune autre force que les forces de contact, il grimpe le long du tube et il sort tout seul. Et le sachet de boisson se vide. Putain, mais c'est passionnant. Est-ce Donc- qu'on peut faire quelque chose? C'est quand on est astronaute, on vous pose plein de questions et vous nous répondez avec ça, d'accord? Quand on est astronaute, c'est parti. Comment ça? Je rêverais que cette émission dure 3 heures, tellement c'est C'est intéressant. fascinant. C'est fascinant. Est-ce que quand on est astronaute, il y a un code de l'espace comme un code de la route? Oui, il y a un certain code de l'espace, puisqu'on fait dévier notre vaisseau si les radars au sol détectent qu'un débris est sur notre trajectoire. Mais il n'y a pas de panneau, hein, il n'y a pas de signalisation. Voilà. Alors, est-ce que les communications avec la Terre, ça capte bien? Est-ce que c'est instantané? Quand on est en orbite basse terrestre, on ne sent pas du tout le moindre délai. J'ai plusieurs collègues qui m'ont appelé depuis la station spatiale pendant 10 minutes. Donc, ils ont parcouru 10 fois 600 fois 8, ça fait 5000 km. Et c'est comme s'ils étaient à côté de moi. Donc, ça marche là. très, très bien. Et c'est clair comme de l'orange. C'est hyper Ils clair. sont bons à la NASA quand même. C'est pas dégueu, quand même. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille quand on est astronaute? Équilibrée. À l'époque où j'ai volé, on pouvait avoir une vie de famille parce que tout se passait à Houston. Donc on rentrait le soir dans la famille avec les enfants, on faisait à manger ensemble, on vivait ensemble, le conjoint pouvait avoir un travail et je me suis très peu déplacé. Aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va ouvrir les inscriptions pour une nouvelle section d'astronautes en Europe le 31 mars, ça va être annoncé là incessamment. Et on prévient que la vie de famille, c'est dur parce que la station spatiale est internationale. Il faut s'entraîner au Japon, au Canada, Partout, quoi, ouais. en Russie, en Europe, à Toujours sur la Houston, route, quoi. et en étant en voyage souvent le week-end pour ne pas prendre sur la journée de travail. Vous l'avez rencontrée où, votre femme? Dans ce cadre ou rien à voir? Je l'ai rencontrée au mariage d'un collègue de promo et j'étais en train de passer mes tests. Donc Ah, je ne savais pas encore. le soir du mariage du copain, j'étais assis en face d'elle et je lui dis « Désolé, je ne peux pas rester trop tard. Je vais aller dans l'espace. J'ai un test de centrifugeuse demain ou après-demain. Mais je suis resté quand même jusqu'après minuit. Mais je ne suis pas resté jusqu'à 5 h du matin. Alors, est-ce qu'on est prêt à mourir quand Non. on part dans l'espace? Non. Il n'y a pas un truc de mode... Non, non, on n'est que conditionné focalisé sur- à tout faire pour... c'est pas j'accepte que si ça ne marche pas, bah, tant pis pour moi. Non. D'accord, ok. Alors quand même, l'équipage que vous avez vu de mon premier décollage, le camp de bord nous convoque. Donc la première réunion, l'équipage qui vient d'être nommé, le fameux lundi là où on a été annoncé. Il nous dit les premières. Je vais parler de quelque chose pendant 5 minutes. Après, j'en parle plus du tout. Pensez à rédiger vos testaments et à prendre les bonnes assurances.
Ouais. assurance décès, etc. Ouais. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Donc, c'est vrai que moi, j'étais déjà un peu dans cet esprit parce que j'étais ingénieur navigant d'essai, faisant des essais en vol, etc., où on nous parle de ces choses-là, de choses administratives. Combien d'entre vous sont bien assurés chez eux? Oh, pas beaucoup en vrai. On n'y pense pas, mais Pas quand vous faites un métier à risque, c'est quelque chose, si vous êtes responsable. Et donc, après, on n'y pense plus parce qu'on est convaincu que quoi qu'il arrive, on s'en sortira. J'ai une question qui m'intéresse personnellement. Est-ce qu'on croit aux extraterrestres quand on est astronaute? Est-ce que le paranormal, les ovnis, j'ai plein de questions là-dessus. Ah, il y a des questions intéressantes. Il y a des astronautes comme Edgar Mitchell, qui s'intéressait au paranormal avant même son voyage vers la Lune. Il a demandé à la NASA, est-ce que vous me laissez participer à quelques manips de télépathie depuis la Lune? La NASA lui a dit, écoute, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi, et si tu le fais sur ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et vous avez vu des choses Mais- que vous ne pouvez pas dire? Non. Vous pouvez tout dire. Mais j'ai vu des ovnis qui sont rapidement devenus des OVI, Oui. objets C'est plus le nom volants non du nom. identifiés, objets volants Non identifiés. Ah oui, c'est genre des avions de chasse. La première secrets, fois, des trucs comme ça. c'est mon premier vol. Et à un moment donné, on voit un flash lumineux qui traverse le champ de vue extrêmement rapidement. Et pendant quelques dizaines de secondes, on se demande qu'est-ce que c'est ce truc. Et puis on a réalisé qu'on est au-dessus des étoiles filantes. Une étoile filante, c'est pas une étoile. C'est Oui, un c'est une caillou pierre qui qui tombe. brûle en rentrant dans brûle et l'atmosphère. Et nous, on est au-dessus. Incroyable. Donc on voit parfois des étoiles filantes, mais qui sont entre nous et la Terre. Et la troisième fois, c'était lors de la mission Hubble. On voit à un moment donné un gros flash rectangulaire régulier. Et on ne sait pas dire si c'est à 200 mètres, à 2 km ou 200 km. Comme un vaisseau spatial qui clignote. On prend les jumelles, on met un certain temps à arriver à focaliser dessus. C'était un Space Pen, vous savez, ce fameux stylo métallique, Ouais. qui s'était échappé du sas, mais dans l'ombre, c'est le noir absolu. Il n'y a rien qui l'éclaire. Et au moment où il est apparu au Soleil, c'était pendant une sortie dans l'espace pour réparer le télescope Il y en Hubble, a un qui a perdu son stylo. il est à 20 ou 30 mètres, il l'avait mal accroché. Ah là là. Et il tournait sur lui-même. Et quand la petite barrette reflétait le soleil, ça faisait comme un rectangle. Mais pendant, je vous dis, pendant bien 30 secondes, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? Putain, c'est fou. Vous croyez à la vie Alors, extraterrestre? vous savez, c'est pas une histoire de croyance. Personne ne peut démontrer que la vie existe ailleurs. Personne ne peut démontrer qu'elle n'existe pas. Et comme disait un ami Hubert Reeves, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Écoutez bien, hein. Je dis, oui. L'absence de preuve d'existence d'extraterrestres n'est pas la preuve qu'il n'y en a pas. Ouais. Et chacun peut préférer la réponse à cette question qui lui va bien. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul, mais je ne sais pas. Et quand je parle à des exobiologistes, exobiologie, astrobiologie, c'est une science extrêmement exigeante. Il faut être expert en biologie, en chimie, en planétologie, en géologie. Et C'est une tête, quoi. c'est la science qui étudie le vivant, hein, et y compris extraterrestre. C'est très difficile. Si ça se trouve, on est seul, mais si ça se trouve, il y en a plein. Alors, vous ça. connaissez le paradoxe de Fermi. C'est un Non. paradoxe assez sympa. Si la vie existe ailleurs, alors forcément, elle existe beaucoup ailleurs. Et forcément, il y en a qui sont très avancés par rapport à nous. Il Oui. n'y a pas de raison qu'on soit les plus avancés sur des milliards de civilisations. Si Donc, chaque étoile, c'est un système voilà. solaire. Donc, s'il y en a qui sont plus avancés que nous, il y en a qui devraient être capables de nous avoir déjà venir. rendu visite. Exactement. Mais où sont-ils? Je On ne les a connais pas ce vus. principe. Mais j'aimerais bien, de mon vivant, Voir. être là quand on prouve que la vie existe ailleurs. Peut-être très simple, bactérienne, tout simple, mais... On a demandé à plusieurs boutiques, il y a différentes choses, différents objets à vous montrer. Si on peut en parler ensemble. Oui. D'accord? Allez, c'est parti pour les objets, on y va. Alors, mettez-vous au milieu, mettez-vous au milieu. Qu'est-ce qu'on va manger? On va faire un combat d'objets puisque vous en avez ramené aussi, c'est ça? On a Ouais. essayé de récupérer des objets aussi de l'espace, ou en Normal. tout cas qui ont un rapport. On est allé à la boutique de l'astronomie de Paris. Ils nous ont donné le stylo dont vous parliez tout à l'heure en Alors, ovni, le Space Pen. Bon, je vais vous Est-ce que dire- c'est bien ça? Oui, je vais vous dire simplement ce qui caractérise ce stylo, c'est que la cartouche dedans, la cartouche d'encre, elle est fermée sous pression. C'est-à-dire que même en étant à l'envers, la pression pousse l'encre. Alors vous prenez un bic dont le tube est ouvert d'un côté, ben, rapidement, au bout de 2 ou 3 lettres, l'encre, voilà. Et donc, Il il peut fait écrire combien? 48 km. Oui. Alors qu'un bic classique, c'est 2 km, donc c'est l'équivalent de 24 stylos en un. Et donc ça, il y en a un dans l'espace aujourd'hui qui s'est perdu. Mais je veux dire, tous les astronautes, John Young le premier, le plus grand de tous les astronautes, qui a fait 2 Gemini, 2 Apollo, 2 vols en navette, tous les astronautes préfèrent le crayon. On a ici, et nous dire si vous pensez que c'est vrai, on a trouvé la boutique de l'astronomie de Paris, donc c'est forcément vrai, mais
un petit bout de Mars, Alors faites voir. un petit bout de la Lune. Oui, c'est très possible, oui, oui. Parce qu'on sait, Incroyable. on sait reconnaître avec une assurance de 100% qu'un météorite vient de la Lune ou vient de Mars. Ce qui est rare. La plupart viennent d'astéroïdes, de la ceinture d'astéroïdes, mais la caractérisation géologique et minérale fait que si vous voyez un jour dans le désert un caillou un peu vert et qui est très dense, Ça vient. Et qui c'est brille Mars, la nuit, ouais. c'est faut s'écarter déjà. On va zoomer, et sinon je vais prendre mon téléphone après, je vais faire un zoom pour que vous puissiez vraiment voir. Voilà, petit bout de la planète Mars, petit bout de la Lune. Et donc il y a marqué prélevé sur la météorite, morceau de Lune éjecté dans l'espace après un impact d'astéroïde. Et donc la même chose pour Mars, éjecté, voilà, c'est assez fou. On a ça, on a cet objet, alors ça il est dingue, donc ça c'est un télescope de luxe. Ah oui, oui, oui. De la marque Vaonis. Le modèle, il s'appelle Stellina, ça coûte 4 000 €. Et en fait, l'intérêt de ce télescope, c'est que, vous allez nous dire si vous pensez que c'est bien, mais en gros, on l'allume avec une application. Donc on appuie là, et là, il va s'ouvrir. Donc c'est une sorte de télescope, entre guillemets, professionnel, mais enfin, que tout le monde peut acheter, mais qui est surtout très bien parce que, même si vous y connaissez pas grand-chose, en gros, vous mettez sur une application, par exemple, la planète Mars, vous allez chercher Mars, Uranus, Neptune, et en fait, après, ça va chercher lui-même à l'endroit où on est, en fonction d'où on est situé, ça va zoomer et ça va vous mettre sur votre téléphone ou sur votre iPad, L'image. Mars, etc. Ouais. Donc vous pouvez suivre les galaxies, enfin c'est incroyable. Et ça, c'est un bon produit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il fonctionne sur batterie, comme vous le voyez. Donc vous pouvez l'emmener dans un champ, vous partez à la campagne ou au ski, ou vraiment un endroit où il n'y a pas du tout de luminosité. Et donc ça fonctionne apparemment très bien. Je ne savais pas si c'était de très bonne qualité, mais vous avez l'air de dire Oui, que oui. c'est- ouais. Alors on a ramené de la nourriture prévue pour les astronautes. J'avais acheté à l'époque à la NASA. Donc ils vendaient Alors à ça, Canaveral. on n'a pas à jamais Canaveral. amené ça en vrai dans l'espace, jamais. C'est vrai Par contre, la technique qui a servi à fabriquer ce qui est dedans, c'est la technique qui sert à déshydrater nos plages. J'en ai amené quelques exemples, mais Vous mais avez c'est- ramené de la vraie nourriture de fusée. oui, que j'ai amené avec moi, oui. Et- Alors là, par exemple, pour montrer, il y a des fraises. Alors comment on emmène des fraises? Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça sent. Ouais. Donc en fait, la Ah, c'est fraise là l'épicerie, en fait. ne pèse vraiment, elle pèse rien. C'est C'est-à-dire, banane. Je sais même pas si ça pèse 1 gramme. Ah, en fait, c'est la banane. Ah, ok. il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est de la banane, en fait. oui, c'est de la banane. Hmm. C'est mis sur Et en fait- violemment dans le froid et ça, c'est de la glace, voilà. Alors Bizarre. c'est bizarre. non mais alors c'est assez dingue, c'est que Ah, il y a le goût de fraise, la banane qui vient. Il y a bah, elle a le la goût. matière qui vient. J'ai l'impression que je mange une fraise fraîche, alors que c'est l'équivalent d'une chips. Est-ce que ça ressemble à ça du coup la nourriture de l'espace? Alors, Bon, ça. ça ressemble en termes de fabrication, mais nous, tout ce qui est déshydraté incroyable. comme ça, on le réhydrate avant de le manger. C'est fou. On C'est mettait tout le léger. léger. On le Ça mange pèse jamais. rien. Ça ne pèse rien du tout. Alors Oui. on a Il est demandé fort, du celui-là. coup, on nous a donné des capres avec le même système. Apparemment, on ne doit pas emmener de sel dans les fusées. Et donc, ils prennent des capres râpés pour Oui, donner ouais. le goût du sel. Je sais pas Alors, pourquoi. Alors, dans mes vols, nous, notre sel et poivre, c'était en fait des petites fioles souples de sel et de poivre liquide. Il n'y a pas de poudre. La poudre, ça vole en apesanteur, c'est très mauvais pour les filtres, pour la respiration. On a une photo de vous, je me rappelle. Vous mangez un tortilla dans l'espace, c'est ça? Ah oui, c'est On peut la montrer, je Bah, crois c'est peut-être- qu'en régie. Ah voilà, Ah ouais. il est en train de se faire un petit. Voilà, un je petit suis en train de me faire ma tortilla. Parce que la tortilla, c'est un pain mexicain qui fait pas de miettes. Donc c'est vraiment idéal. Ah oui, il faut pas de miettes, surtout pas de miettes. Voilà, je suis en train d'étaler mes crevettes à la sauce piquante. Je peux vous dire qu'elles sont fortes. Ça tabasse. Alors, on est allé voir Thierry Marx, qui, voilà, on embrasse d'ailleurs tous les restaurateurs en ce moment. Thierry Marx prépare les plats pour la sortie de Thomas Pesquet, futur trajet de Thomas Pesquet. Oui. On est allé le voir chez lui et il nous a donné les plats qu'il a préparés pour Thomas, pour ce prochain vol, pour que vous goûtiez, pour dire votre avis. C'est des vrais plats. Il y a Thierry Marx qui était là, vraiment, il est venu. Et c'est quoi le plat? C'est pas, voilà. C'est quoi dedans? Donc c'est, j'ai noté, pas du tout, j'ai pas noté. Donc ce sont des bœufs aux carottes, Ah, je crois que je une reconnais petite tarte celui-là. aux poires. Ça sent bon en tout cas. Celui-là, je crois qu'il l'avait déjà. Ça sent bon. C'est une gamelle, voilà, ça c'est un plat, c'est quand même pas gros. Hein. Oui. Ah oui, mais on prend 2 ou 3 plats de ce genre. C'est pas le seul plat principal. Ah oui, oui, d'accord. Le plat principal est souvent composé de 2 ou 3 plats de ce genre. Jimmy, il est déjà en train de bouffer. Super bon. Je De un petit peu vin. pense que c'est la Très bon. joue de bœuf façon grand-mère là qu'il avait déjà J'adore préparé ça. pour la mission précédente. C'est de super Thomas. bon. Ça va vous? C'est super bon. Délicieux. Ah, ça Sur les- défonce. Ça défonce, sur les- ça défonce, ça défonce. C'est super Ouais. bon, vraiment. Ça défonce. Vraiment. Ouais. Ah, je vais garder d'ailleurs pour après l'émission. Mais très très bon. Et le dessert, Mm. c'est une tarte aux poires. Et apparemment, il y a une technique très particulière sur cette tarte aux poires qui Moi, permet j'aime de bien. n'avoir
Mangez un bon app. C'est super bon. Il paraît que la tarte aux poires n'a aucune miette. Et apparemment, il y a une façon de faire qui demande au chef pour qu'il n'y ait surtout pas de miettes. Ça, j'ai moins aimé, ça, je pense. J'aime pas la poire. Oui, la règle pour la nourriture spatiale, c'est pas de miettes, Putain, c'est hyper bon, quoi. longue conservation, il faut que ça puisse se conserver au moins 3 ans, C'est super bon. Moi qui aime parler de charge, c'est super bon. et faible résidu, c'est-à-dire que le taux nutritif De déjection, doit être non très élevé. Pour pas qu'il y ait de déjection, pour pas Enfin, qu'il fasse qu'il y en ait trop. le moins possible, pour qu'on profite au maximum de ce qu'on emporte en poids de nourriture. Comment, c'est une question, mais on est en train de manger, mais donc, le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de sel possible. Aussi, non Sel. De caca. Dans la composition des plats, oui. C'est ça? On sent le sel là-dedans. Non, mais on les sent sels, le c'est le caca. Ah. Voilà. Un Jamy de C'est pas sorcier, vraiment les deux. Je crois que je sais plus si c'est Thierry Marx qui avait dit ça justement, qu'il fallait éviter, etc. Les sels. Donc vous validez les plats de Thierry Marx? Ah ouais. Ils sont très très bons. On finira de manger après l'émission. C'est l'histoire de vous montrer les petits objets. On va continuer avec les vôtres. Bravo Thierry Marx. Thierry, 10 sur 10. Thierry Marx, très très bonne. Et alors, donc la nourriture ressemblait, on ne s'est pas trop trompé. Le télescope, bon objet. Et vous aviez ramené, vous, des objets, c'est ça? Oui, je vous ai amené 27. quelques objets de mes vols, et puis, alors d'abord les checklists. Hein. Les vrais objets qui sont Alors, partis dans le vol, du coup. Voilà, avec vous. des checklists. Ah ouais, la vache. Alors, on en a une 30-40 kilos. Par exemple, le plan de vol. Donc, ici, il y a les instructions que je dois suivre en fonction du temps, là. Oh, c'est du chinois pour Avec moi. une résolution. Ouais. Impressionnant. Mais après, le plan de vol, il nous dit quelle checklist Ouais, utiliser. c'est Par pas exemple, vrai, putain. vous avez Incroyable. ici, C'est vraiment bien rangé, quoi. quand c'est les pages jaunes, c'est pour résoudre les pannes. Pocket. Pocket. Donc, vous mettez, ces trucs que vous avez dans la poche, vous le sortez, C'est MacGyver, grosse poche, quoi. hein, déjà. hein, Ouais, c'est, c'est fameuse poche. Ouais. Quand c'est blanc, c'est les procédures normales. Voilà, ça, c'est la procédure pour ça, c'est quand tu es dans une fusée qu'il y a un l'insertion problème, sur orbite. t'imagines. C'est incroyable. Et après, c'est tout ce qui suit juste après la montée. Si jamais on sait qu'on ne peut pas atteindre l'orbite, qu'on retourne dans l'atmosphère et qu'on ne peut pas se poser sur une piste, la seule solution pour s'en sortir, Il n'y a pas de mots. c'est de sauter en parachute De la navette? C'est que de des la lettres. navette. Waouh. En bas, il y a écrit « bail out ». Voilà, ici. Pardon, ici. Bail out. Ça veut dire évacuer. Et avant, il faut avoir fait tout ça dans le bon ordre. S'ils avaient eu ce système disponible pour sauter en parachute, ce qu'ils n'avaient pas, on l'a installé après, en suivant cette procédure, peut-être qu'ils auraient sauvé leur peau. Incroyable. Enfin, tout ça pour dire, ce qu'on appelle checklist, c'est en fait une liste de procédures. Ça ressemble à un langage informatique. Quand vous regardez, je vous montre à quoi ressemble une page typique. Typiquement, chaque ligne vous dit C'est que des petites lettres. où se trouve l'action à effectuer, quel panneau. Après, il y a le nom de l'interrupteur. Et après, il y a sur quelle position placer l'interrupteur. Ok. Voilà. T'imagines les mecs qui préparent ça, c'est dingue. Mais, Bon, alors ça, vous avez quoi c'était comme objet les checklists. Hein, c'était les checklists. Maintenant, des objets. On a le droit d'amener quelques objets personnels. Ah, on va revoir la photo, Régie, s'il te plaît. On voit donc cette fusée Donc cet en objet-là l'air. a été... Il y avait la photo tout à l'heure. Voilà, ça c'est la photo. c'est la vraie, c'est celle-là C'est celle-là. C'est C'est celle-là. celle-là. C'est Ah la celle-là. vache. ouais. Et celui-là, il a volé 3 fois dans l'espace. C'est le seul qui a volé 3 fois, même qui a volé tout court dans l'espace. Suivre. Incroyable. C'est Et elles dingue. font- Putain, c'est fou quoi. Voilà, celle-là. C'est assez dingue à voir et de se dire que Il a plus voyagé que moi, un objet. Ouais, là, elle a plusieurs centaines de millions de kilomètres. Ouais. Incroyable. Mais Alfonso Cuarón, qui cherchait à placer dans son film Gravity des objets que des vrais astronautes ont emmenés en vrai dans l'espace, il a visionné des milliers d'images, il est tombé sur mes photos et il m'a dit, bah voilà, c'est en voyant tes photos que j'ai eu l'idée de faire apparaître un Rubik's Cube dans son film quelques secondes, hein, c'est juste... Ah, c'est rigolo. C'est bien. Bon, la nourriture, nous, voilà, je vous donne ici, par exemple, voilà mon cocktail de crevettes. Voilà, je suis une cocktail. Oh là là. Ah là là, ça Ah, pèse c'est ça, rien. voilà, c'est ça. Ah, Et voilà Ça le ne sachet. pèse rien. c'est le sachet. Tu vois Voilà le sachet de Shrimp boisson. cocktail. Ah oui, il faut mettre le lot. Putain, c'est comme dans. Il y a une série là où elle part sur Mars c'est léger. sur Netflix. En fait, ils branchent comme ça, ils rajoutent de l'eau dans Voilà, les exactement, sachets. c'est comme ça qu'on fait. Oh, c'est impressionnant. Et ça se mange encore? Non. Oui, là. C'est garanti 5 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Mais... Hop, super. Et là, ce sont mes pense-bêtes. Ce sont donc mes petites feuilles que j'avais dessinées moi-même, qui ont été après adoptées par tous mes successeurs. Donc maintenant, vous parlez à un astronaute de nouvelle génération qui a volé sur la navette. Hein. Mhm. Ça s'appelle la Billy Bob Card. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la tablette qu'on a sur le genou au lancement, avec le stylo tenu par un fil.
le crayon, en fait. Le crayon, Critérium. Hein. Et puis la lampe de poche, pareil, tenue à fil. Tout est attaché. Règle numéro 1, tout est attaché. Alors oui, la météorite, on en parlait de la météorite tout à l'heure. Cette météorite, elle est incroyable. Elle est vraiment beaucoup plus grosse que le morceau qu'on a. Ça, c'est une vraie météorite. Ouais. Donc c'est essentiellement fait de fer et composé de fer et de nickel et trouvé en Argentine. Campo del Cielo. On estime à 100 tonnes de matériaux extraterrestres qui rentrent sur Terre chaque jour. Chaque jour. 100 tonnes. Sur toute la Terre. Oui, évidemment. Oui. Parfois c'est gros, parfois c'est petit. La plupart, 99,99%, arrivent au niveau de poussière. Voilà. Je vous ai amené aussi mes lunettes. On nous donne des lunettes qui, dans n'importe quelle position, restent attachées, sont très légères. Donc des lunettes un peu de cake, hein. Voilà. Voilà, mais quelle que soit la position, ça reste en place. Et elles sont extrêmement légères. On peut les porter confortablement pendant des heures et des heures. Alors, ils ont des accords avec différentes marques. Je sais plus quelle. C'est-à-dire que même la tête à l'envers, en gros, en apesanteur, ça marcherait. Ouais. Elle est bien calée. Elle est bien calée. Génial. Voilà. Alors, on a une petite surprise pour vous dans 2 minutes. Pour finir l'émission, on a fait venir des dronistes, c'est comme ça qu'on dit? Professionnels du drone. Oui. De course et de vitesse en first person view, donc c'est-à-dire avec des casques VR, et ils voient l'intérieur du drone. En FPS. On s'est arrangé pour mettre une caméra devant, une caméra derrière. On a fixé des mini Playmobil dessus, astronautes, deux qui vont suivre les uns les autres. On va faire un tournage aujourd'hui et après en montage, on va rajouter les musiques hollywoodiennes, du tir laser, du machin. Ils vont faire un parcours, ils vont partir d'ici, ils vont faire tout le tour en passant par l'extérieur. Il y a des cerceaux lumineux, vous allez voir, ils vont passer, etc. C'est assez incroyable à voir, on s'est entraîné beaucoup. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on va même pouvoir suivre le drone. On a mis la caméra embarquée reliée sur l'écran géant. C'était un gros taf de soudure, de machin, de trucs. Ils ont réussi à le faire. Est-ce que vous voulez voir ça? Ah, je veux bien. Oui, allez, c'est parti, on les accueille. Alors, c'est Aurélien, c'est ça, ouais. Aurélien et Kevin. C'est ça. Vous êtes pilote de drone. Toi, tu es pilote de drone professionnel? C'est ça, tout à fait. Et toi, amateur très confirmé. Ouais. En gros, c'est ça. Hein, voilà, c'est-à-dire, voilà. Vous avez mis chacun un Playmobil dessus, on est d'accord? C'est vous qui l'avez fixé? Ouais. C'est ça. Vous avez fait votre propre drone, donc c'est vous qui avez vraiment fait la mécanique. Vous avez dépioté, je crois, une GoPro devant. Voilà, qui est protégée en impression 3D aussi. Ah oui, Petit carénage de rechange. Oui, Vous faites les pièces de votre drone tout seul, en fait. c'est ça. Certaines pièces, on les imprime nous-mêmes. Donc j'ai vu des images de ces garçons, c'est impressionnant. Ils montent au-dessus de centrales nucléaires désaffectées, hein, des trucs exprès. Ils descendent d'un coup sec. Enfin, il y a des vidéos qui sont impressionnantes. Ça va très vite. Pas forcément ceux-là, mais vous en avez plusieurs. C'est plutôt agile, ouais. Ouais, ceux qui vont très vite. C'est vraiment des fusées, ça part à une vitesse, c'est impressionnant. Là, vous allez vous suivre, c'est ça l'objectif? Yes. On va faire le tour, vous allez passer dans la régie. Il y a un Donc petit vous allez parcours, pouvoir oui. voir chez vous comment fonctionne le QG de derrière. Vous allez voir le réalisateur, les producteurs, tout le monde derrière en régie, qui vous feront des coucous quand ils passeront devant, je pense. Vous allez faire un petit tour de poteau, on a mis une lumière. Et ensuite, vous allez aller vers l'extérieur. Et là, il y a des cerceaux, vous allez essayer de passer derrière différents cerceaux. Slalomer entre la lumière au-dessus du bar, vous allez voir, et revenir jusqu'ici et vous poser là-dedans. Voilà. C'est ça? On va Dans les essayer. petites cibles. Bon, Ouais, allez, c'est ça. je suis sûr que ça va le faire. Allez, oui. Les mecs, c'est des professionnels. C'est super. Et voilà. Allez, ça marche. Génial. Alors, PNC aux portes, armement des toboggans. C'est marrant, on se voit quand même. Coucou. Génial. Oh là là. Carte là, c'est juste le renvoi. Zoom. Oh là là. Ça c'est trop beau ça. Ça, c'est trop beau. Attends-moi, Kev. Ah, yes. Not enough imaging. Vas-y, attends. Yes. On va tenter les portes. Les portes qui bougent. Oh là, bravo. Putain, il en touche pas une, c'est incroyable. Oh là, il est passé. Il est passé de travers. Attention, il arrive.
Magnifique. Magnifique. Parfait. Génial. Mortel. Putain, vous avez dû vous éclater là. Ah, c'est génial. Ouais, C'est trop En plus, cool. c'est quand tu passes un truc et que t'es applaudi et tout, ça va être dingue. Ouais, c'est vrai qu'on a Et là, on pas a la version qui bouge avec le tunnel, là, quand même. Les cerceaux, ça, c'était chaud, ouais. ça se balade. Merci mille fois, les copains. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Franchement, balèze. Balèze. Alors, en fait, les premiers humains qu'on enverra vers Mars resteront certainement en orbite et télécommanderont depuis l'orbite martienne des rovers et des robots à la surface sans délai. Alors que depuis la Terre, il y a parfois Oh là là. 15-20 minutes de délai. Donc c'est des experts comme eux qu'il faudrait là-haut. Incroyable. Il y a un décalage de temps quand on pilote quelque chose, sonde entre les planètes, par exemple sur Mars, Ah bah oui, sur oui. etc. Ah oui. Bah, la radio, elle se déplace à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde. Quand même. Donc de la Lune, ça met environ une seconde. Quand vous parlez pour que la voix arrive ici, Ouais, c'est un petit décalage. mais Saturne, Jupiter, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, hein, plusieurs heures. Ok. Il y a toujours des complotistes sur Internet qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune en 69. Il suffit alors de connaître ceux qui l'ont fait. Vous voyez que c'est pas, ils se sont pas mentis en eux-mêmes depuis l'époque, mais sinon, je peux vous dire, s'ils n'avaient pas vraiment marché sur la Lune, les premiers à le savoir et à le faire savoir étaient les soviétiques. Oui, c'était la Or, guerre. ils ont applaudi. Donc, pour qu'ils applaudissent, c'est qu'ils reconnaissaient que. Ils étaient plus rapides, enfin ils étaient moins rapides. Bon, puis surtout, on a des caméras à très haute résolution aujourd'hui et où vous voyez les traces de la Jeep, vous voyez les traces du module lunaire, vous voyez. On peut le voir oui, encore oui, oui. grâce au télescope comme on a montré tout à l'heure ou pas? Alors, pas avec- non, pas Non, ce ne sera pas assez ça. précis. En tout cas, vous avez sorti un livre qui s'appelle Histoire de la conquête spatiale. Voilà, si vous voulez les chercher, il est disponible. Plein de photos, plein de textes. Vous refaites en fait depuis Gargarine, c'est ça? Oui. Jusqu'à dans le futur? Jusqu'à dans le futur, sous forme d'almanach, c'est 2 pages par chapitre, Oui. texte et photos de chaque événement majeur dans l'histoire des vols habités. C'est aux éditions Debuck. De Buck, oui. Debuck. C'est pour ça qu'on dit, c'est des Belges. La L'édition. fameuse voiture de Elon Musk Ah, c'est vrai, la Tesla qu'il a envoyée. qui a passé Mars maintenant. Elle qui a passé dépassé- elle a Mars. dépassé Mars. Le mec est vraiment chaud, quoi. Il y a plein de photos là de Mir, notamment, où vous étiez Station à Mir, l'époque. ouais, ouais, Il y a plein de ça photos va- de ça vous va à l'intérieur. C'est passionnant à lire en famille, pour des enfants, pour des Et adultes, pour tous tout les le monde. droits sont reversés intégralement à une association de protection de l'océan que je parraine en Polynésie française. C'est indiqué sur la dernière page. Il est parfait cet homme, hein, vraiment. Histoire de la conquête spatiale, voilà. Je vous mettrai le lien pour le commander dans la description de la vidéo. Si vous voulez le commander, c'est vraiment cool pour le coup. Il y a ça et il y a une deuxième promo, c'est les vols 0G, R0G. Oui. C'est vous qui êtes le PDG. R0G, voilà, j'ai créé l'activité il y a 30 ans en Europe. Ça consiste littéralement à injecter sur un arc orbital terrestre un avion de ligne. Donc on ne peut pas le faire aller dans le vide. Mais par un pilotage particulier, on peut le faire suivre une trajectoire balistique comme s'il était dans le vide. On annule la somme des forces aérodynamiques sur l'avion. Donc en fait, ça consiste à cabrer pendant 20 secondes. Avec un Vous êtes- avion de ligne. hein. avec un avion de ligne, un A310. C'est pas fait pour monter comme ça. hein. Et vous êtes tassé sur le plancher encore plus fortement que nous au sommet de la fusée au décollage. Oh là là. 1,8 G, presque 2 G. Au bout de 20 secondes, l'avion il a environ 50 degrés, le nez vers le haut. Hein Et là, par un pilotage particulier, l'avion décrit une manœuvre balistique. Pendant plus de 22 secondes, vous êtes en pure apesanteur comme dans l'espace. C'est pas une simulation. Voler dans l'avion. Voilà. Et donc, on le fait pour la recherche, principalement. Et de temps en temps, on fait des vols privés pour des clients qui privatisent l'avion ou des particuliers. Alors, c'est passionnant. On va regarder une image avec un petit client que vous avez eu dans 2 minutes. Vous disiez qu'au décollage, vous prenez que 1,8. Alors, en navette, c'est G. 1,5. En Soyouz, c'est 1,2. Là, c'est 1,8 dans notre avion. Beaucoup moins que dans un avion de voltige, par exemple. Ah, dans un avion de voltige, c'est beaucoup plus, oui. Ah oui, je croyais que c'était énorme, moi, un astronaute qui décollait, parce que les centrifugeuses, ça servent à quoi, du coup? C'est pour la rentrée en capsule. En cas de rentrée balistique d'urgence, on peut monter à 5, 8 G, 10 G. D'accord, ah oui, oui. Là, ça commence Mais à c'est en piquer. capsule, c'est pas en navette. La navette, on dépasse jamais 3 G selon cet axe au décollage et 1,5 G à la rentrée. C'est assez confortable. Donc ça, c'est à Bordeaux. À Bordeaux, Ça se passe, oui. les vols R0G, paraboliques. AIR, 0G. Ça coûte 6 000 Vous allez euros. sur r0g.com, c'est tout expliqué. Et on a copié les tarifs américains et russes, mais leurs avions sont moins bien que le nôtre. C'est pour ça que, vous allez le montrer, des clients, américains viennent voler américains chez nous. Ah, Tom Cruise l'a appelé pour faire un vol. Voilà, regardez le moment du briefing. Ils ont tourné des images de la momie, c'est ça? Oui, oui. Regardez. C'était un caprice personnel de Tom Cruise qui a cherché à le placer dans un Mission Impossible, mais le scénario s'y prêtait pas. Et quand on lui a proposé ce film, La Momie, il est là. Je veux Casé là, ouais. ma cascade en C'est apesanteur. marrant parce qu'il vous regarde quand vous le briefez. Il est comme ça, comme un enfant, hyper content. Regardez quelques images.
there's a real physical challenge in doing zero G. It was really developed for the Apollo missions. We inject the aircraft into an orbit. You are in free fall, you are weightless. Alors, Génial. on n'a pas du tout d'image en régie au moment où ils volent à l'intérieur pour qu'on comprenne vraiment la pesanteur. Alors, on a Usain Bolt que vous avez vu aussi. Oui, parce que Petit client on aussi. peut recréer dans notre avion la vraie gravité lunaire ou martienne, ce qu'on ne peut pas faire dans l'espace, en orbite terrestre. Donc en gardant un peu de portance sur les ailes, c'est un peu technique, mais on peut faire en sorte que dans l'avion, debout, vous vous sentez quand même peser un peu, Comme sur la Lune. mais comme sur la Lune, 1/6 ou comme sur Mars, 1/3 de la gravité terrestre. Et j'ai eu le privilège de courir, de faire une course avec Usain Bolt en gravité lunaire. Voilà. Regardez le sprint avec Usain Bolt, on l'a en vidéo. On boit le champagne. Putain, génial. Ça, c'est donc r0g.com. Donc ça, on peut se l'offrir pour 6 000 €. Et il y a une partie qui retourne Il aussi faut vous pour le les... faire offrir, ça. Ouais, ouais. Un Cadeau. anniversaire, Non, un mais mariage. On a beaucoup de pour les passagers 40 qui ans, volent. tu vois. Voilà, c'est des cadeaux. C'est un cadeau qui, Ouais. qui est incroyable. Ah, c'est un très beau cadeau. C'est vrai, hein, c'est En exceptionnel. fait, c'est la vraie apesanteur. Vous vous faites plaisir, vous financez la recherche. Tous les bénéfices de ces vols privés sont reversés à la recherche scientifique. Ouais, Jean-François, zéro défaut. Voilà, le gars, il est parfait. Bravo, félicitations. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Histoire de la conquête spatiale, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Avec Vous plaisir. m'avez gentiment dédicacé un mug Et la casquette. qu'on va vous offrir. Je vous mettrai comment faire dans la description si ça vous dit. On vous offrira un mug dédicacé de la NASA. Voilà, c'est quand même la grosse stylé, classe. Merci mille fois d'être venu. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Merci à Jean-François Clairvoy, qui est notre invité. Merci Jimmy. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans le sujet. Gros bisous tout le monde.